Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la circoncision, son intérêt, ses avantages et ses complications. La circoncision, c'est l'opération chirurgicale la plus pratiquée dans le monde. Elle consiste en l'ablation du prépuce, laissant le gland du pénis découvert en permanence. Même si 3 hommes sur 10 sont circoncis dans le monde, la circoncision est loin de faire l'unanimité et c'est un geste qu'on ne doit pas minimiser car elle n'est pas sans danger. Considérée par les uns comme un rituel religieux ou ancestral et incontournable, assimilée par les autres à une mutilation sexuelle qui ne dit pas son nom, certains la considèrent comme une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Ailleurs, cette opération est pratiquée pour des raisons d'hygiène. C'est le cas aux États-Unis, notamment, où beaucoup de nouveau-nés sont circoncis avant de sortir de la maternité. En tout cas, la circoncision ne cesse d'alimenter d'interminables débats. En effet, la circoncision est parfois source de tensions au sein de certains couples de cultures opposées sur la question. C'est le cas de couples composés d'un Européen et d'une Africaine ou d'une Européenne et d'un Africain. L'Africain ou l'Africaine va vouloir absolument faire circoncire son enfant, ce que l'Européen ou l'Européenne va refuser catégoriquement, et ceci est parfois source de tension au sein des couples en question. En Allemagne, en 2012, suite à une hémorragie ayant nécessité une prise en charge aux urgences, la justice allemande a condamné la pratique de la circoncision pour raisons religieuses, estimant que le droit de l'enfant à l'intégrité physique l'emporte sur les droits fondamentaux des parents. Ceci a soulevé un vif tollé dans les communautés juives et musulmanes, avec tensions diplomatiques avec certains pays. Finalement, l'Assemblée nationale a tranché, autorisant la circoncision pour raisons religieuses. Au Maroc, en 2016, une séance de circoncision collective a viré au drame. Certains enfants ont été placés en réanimation pédiatrique après avoir contracté une septicémie sévère. L'affaire a fini au tribunal. Pratiquée à l'hôpital avec une sécurité optimale, sous anesthésie, au bloc opératoire, les suites d'une circoncision sont en général simples. Mais en Afrique, la circoncision est majoritairement pratiquée de façon rituelle ou initiatique, en extra-hospitalier, et de ce fait, elle fait de nombreuses victimes chaque année. Ces victimes sont dans leur écrasante majorité des enfants issus de familles pauvres. Ceux qui ont un peu plus de moyens, en effet, font circoncire leurs enfants à l'hôpital sous anesthésie. Alors, il est temps de porter cette affaire sur la place publique. En Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest, chaque année, les services d'urologie que compte le continent accueillent pour réparation les dégâts causés par la circoncision extra-hospitalière. À l'échelle continentale, les complications de la circoncision rapportées sont suffisamment nombreuses et graves pour qu'on porte le débat sur la place publique, en dehors des hôpitaux et des universités. Les complications de la circoncision sont donc nombreuses et certaines sont gravissimes, pouvant engager le pronostic fonctionnel, sexuel et urinaire, voire le pronostic vital, transformant ainsi un événement socialement heureux en un véritable drame familial. En Afrique, régulièrement et jusqu'à présent, ces complications font l'objet de thèses de doctorat en médecine ou d'une communication présentée lors de certains congrès ou des articles publiés dans des revues médicales. Malheureusement, les complications de la circoncision ont beau être documentées et régulièrement publiées, mais n'ont jamais fait l'objet de jurisprudence auprès des autorités. Celles-ci ne se sont jamais saisies de ces publications pour prendre les décisions afin de protéger les enfants. En cas de complications graves, les auteurs ne sont jamais inquiétés
car en Afrique, ce genre d'accident relève du destin, voire de la volonté de Dieu. C'est terrifiant. Mais avant d'aller plus loin, nous allons voir pour quelles raisons on pratique la circoncision dans le monde. Raisons religieuses. Le judaïsme. L'origine de la circoncision dans cette religion remonterait à Abraham. Ce patriarche aurait entendu la voix de Dieu lui demandant de se couper le prépuce ainsi que celui de tous les garçons de sa cour. Et à partir de là, Dieu aurait imposé la règle de couper le prépuce au 8e jour des garçons après leur naissance. Chose toujours pratiquée dans le judaïsme jusqu'aujourd'hui. Mais arrêtons-nous ici pour faire quand même une petite réflexion théologique. Au départ, Dieu a bien créé l'homme avec un prépuce. Depuis Adam jusqu'à Abraham, plusieurs générations d'hommes avaient vécu avec un prépuce. Avant le déluge, il y avait des milliers d'hommes sur la terre, d'après la Bible, les Noé et autres, avaient quand même un prépuce. Et puis, un beau matin, Dieu change d'avis, il se lève et il demande à Abraham de se couper le prépuce. Le prépuce qu'il a lui-même créé au départ. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça aurait été plus simple en tout cas pour Dieu de faire naître les enfants sans prépuce plutôt que de demander qu'on le coupe secondairement à la naissance, exposant les enfants à des complications potentielles qui sont visiblement ignorées par Dieu. Rappelons que c'est le même Dieu qui va inspirer plus tard les apôtres de Jésus en leur demandant de ne pas imposer la circoncision aux non-juifs qui embrassent le christianisme. Nous arrivons ainsi au christianisme. Dans cette religion, selon les évangiles, Jésus aurait été circoncis au 8e jour après sa naissance, comme tout enfant juif. De son vivant, l'envoyé de Dieu n'avait pas remis en cause la pratique de la circoncision. Mais le problème va se poser plus tard, après la montée de Jésus au ciel. N'est-ce pas qu'avant de s'envoler vers les cieux, Jésus aurait dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle ». Alors, faut-il imposer la circoncision aux non-juifs qui se convertissent au christianisme? La question a fait l'objet d'une réunion, une sorte de concile des apôtres à Jérusalem, et les apôtres ont tranché sous inspiration divine. La conclusion était la suivante. La circoncision ne doit pas être imposée aux païens convertis au christianisme. Ceci est raconté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. C'est ainsi que l'Europe, qui a été évangélisée très tôt vers le 2e, 3e siècle, ne pratique pas la circoncision pour des raisons religieuses. Et l'Europe, qui a évangélisé l'Afrique et les Amériques, par exemple, n'a pas imposé à son tour la circoncision aux convertis au christianisme. L'islam, bien qu'elle soit considérée comme signe d'appartenance à la religion musulmane, le mot circoncision n'existe pas dans le Coran, ce qui est quand même un peu surprenant. Bien au contraire, il est écrit dans la sourate 95 au verset 4, « Nous avons créé l'être humain dans la forme la plus harmonieuse et lui avons donné la meilleure apparence. » D'autres traductions disent, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Donc, si l'homme a été créé dans la forme la plus parfaite, la plus harmonieuse, la circoncision consisterait donc à corriger ce que Dieu a créé de plus parfait. On me dira, oui, mais c'est écrit dans les hadiths, c'est la sunna. Vous savez, dans la religion musulmane, il existe un courant dit coraniste, et les coranistes pensent que les hadiths qui ont été rédigés 150, parfois 200 ans après la mort du prophète, ne peuvent être considérés comme paroles authentiques d'Allah, au même titre que les paroles du Coran. Même si dans les hadiths, on a mis ces paroles sur les lèvres du prophète de l'islam. Pour les coranistes, tout ce qui contredit le Coran ne serait pas d'origine divine, mais humaine. Eh bien, la circoncision contredit le Coran. L'homme a été créé dans la forme la plus parfaite de la tête aux pieds,
Alors, pourquoi lui couper le prépuce? On peut penser que l'islam à ses débuts, comme dans le christianisme, n'imposait probablement pas la circoncision obligatoire aux nouveaux convertis. La circoncision comme signe d'appartenance à la religion musulmane serait venue un peu plus tard dans cette religion par imitation du judaïsme, ce qui expliquerait son absence dans le Coran. Raisons culturelles et initiatiques. En Afrique noire, la circoncision rituelle et initiatique est antérieure aux religions révélées. Elle remonte à la nuit des temps. Certaines personnes disent même que les Juifs ont copié ce rituel chez les Africains pendant leur séjour en Égypte. Les traces de la circoncision remontent en effet à au moins 4000 ans sur le continent africain. Même si tous les peuples en Afrique ne la pratiquaient pas, la circoncision s'est aujourd'hui imposée progressivement et de plus en plus à tout le continent. Animistes, musulmans ou chrétiens pratiquent la circoncision. Une chose est sûre, à l'origine, les Africains ne pratiquaient pas la circoncision sur les enfants à bas âge. Chez la majorité des peuples où elle était pratiquée, la circoncision marquait le passage de l'adolescence à l'âge adulte et elle était pratiquée au bois sacré lors d'un rite initiatique. Les hommes non circoncis étaient considérés comme des enfants ou comme des femmes. Ils n'avaient pas leur place dans l'assemblée des vrais hommes circoncis. Ils n'ont pas le droit à la parole. Ils n'ont pas le droit de se marier. Et chez certains peuples, ils ne peuvent même pas manger sur la même table que les circoncis. Et en Afrique, la circoncision rituelle ou initiatique doit être pratiquée sans anesthésie. Il faut que l'homme souffre pour prouver qu'il est homme. Il est interdit de dire aïe ou encore moins de pleurer pendant qu'on coupe le prépuce. L'anesthésie est très mal vue dans la société traditionnelle africaine. Un exemple, j'étais dans un pays africain, dans une toute petite structure de santé. J'avais reçu un jeune garçon de 27 ans qui s'était blessé au prépuce suite à une chute de vélo. En voyant l'état délabré du prépuce, je lui avais dit que la circoncision s'imposait. Mais dès que j'ai prononcé le mot, il a commencé à se rhabiller. Et il dit que chez lui, la circoncision ne se pratique pas comme ça. Si jamais il ose le faire à l'hôpital, arriver à l'initiation au bois sacré, si les anciens apprennent qu'il a fait sa circoncision à l'hôpital sous anesthésie, eh bien, il serait victime de plus de brimades et les anciens pourraient lui jeter un sort, il pourrait devenir impuissant, stérile et ne pas avoir d'enfant. Ce garçon s'est rhabillé, il s'est sauvé, je n'ai pas pu le convaincre. Donc, si on voit bien, la circoncision s'inscrit dans la logique d'un mythe de la société traditionnelle africaine. Enfin, la circoncision est parfois pratiquée pour des raisons médicales. C'est le cas, par exemple, du phimosis. Le phimosis, on parle de phimosis lorsqu'il y a un rétrécissement plus ou moins excessif du prépuce, ce qui peut perturber la fonction sexuelle et urinaire. Le décalotage devient difficile ou impossible. Et lorsque le recalotage devient impossible, on parle de paraphimosis. Le pénis est décaloté, mais le prépuce ne peut plus reprendre sa place. Il y a une sorte de garrot qui se constitue à la base du gland. Ce garrot risque de gêner la circulation et peut étrangler le gland qui peut se nécroser. C'est une urgence. Lorsqu'on n'arrive pas à recaloter, eh bien, il faut aller à l'hôpital pour la réduction du paraphimosis. Et justement, pour éviter les complications du phimosis, ou que ce soit le paraphimosis ou les complications d'ordre sexuel, eh bien, on propose la circoncision comme traitement du phimosis. Maintenant, voyons les avantages attribués à la circoncision. Je dirais même les prétendus avantages, car tous ces avantages sont discutables en tout point. La propreté. Il faut savoir que la circoncision ne concerne que environ 30% des hommes dans le monde,
Alors, doit-on considérer que seuls 30% des hommes dans le monde sont propres? C'est discutable. C'est discutable. Un pénis non circoncis contient sous le prépuce une substance qu'on appelle le smegma. C'est cette substance blanche et épaisse, naturelle, faite de cellules mortes de la peau, de bactéries et de graisse. Cela nécessite un nettoyage régulier. On peut bien nettoyer le pénis non circoncis en prenant sa douche par exemple. C'est largement suffisant. On se brosse bien les dents matin, midi et soir pour éviter les maladies dentaires. On peut donc bien nettoyer le pénis une fois par jour en prenant sa douche. Donc, la propreté n'est pas un argument suffisamment solide en faveur de la circoncision. Et la circoncision ne peut pas remplacer les mesures d'hygiène pour éviter la prolifération des bactéries. La protection contre le VIH. On le répète de temps en temps, même l'OMS le recommande. Selon les données statistiques de l'OMS, la circoncision diminuerait de 50 à 60% le risque de contracter le VIH au cours d'un rapport sexuel non protégé. Mais l'OMS a été sévèrement critiquée sur ce plan. Il y a une chance sur deux de contracter le VIH. Il y a une chance sur deux de ne pas contracter le VIH. C'est ce que veulent dire leurs statistiques. Le risque de contracter le VIH reste donc encore très élevé après circoncision. On ne peut donc recommander la circoncision comme méthode de prévention de la transmission de VIH. La seule et unique chose qui a fait ses preuves dans la prévention de la transmission de VIH reste le préservatif. De plus, dire que la circoncision protège de cette maladie, inciterait les circoncis à dire qu'ils sont protégés, donc ils peuvent aller n'importe où sans protection, ce qui au contraire va accentuer la propagation du VIH. Non, la circoncision ne remplace pas le préservatif. En plus, la circoncision ne protège pas les femmes sur ce plan. Et on peut remarquer que l'OMS prône la circoncision comme moyen de lutte contre la propagation du VIH à l'endroit des Africains uniquement. C'est quand même un peu bizarre. La prévention du cancer de la verge. Ce cancer surviendrait plus fréquemment sur un pénis non circoncis, mais il s'agit d'un cancer extrêmement rare, apparaissant à un âge relativement avancé, ce qui rend les données peu fiables. Maintenant, examinons les complications de la circoncision. Nous allons parler de quelques complications, car elles sont nombreuses. Certaines sont graves. On peut citer l'amputation du gland, voire du pénis. C'est un accident dramatique. Leur nombre varie, 7, 10, 15, selon les publications. Théoriquement, on peut réimplanter le gland sectionné par microchirurgie. Mais il faut le faire rapidement, dans les 4 à 5 heures, à condition de transporter le morceau du gland dans du sérum physiologique hépariné. Vous pensez que tout cela est faisable en Afrique n'importe où? Non. En général, l'enfant perd définitivement son gland et du coup sa sexualité. Arrivé à l'hôpital, on tente seulement de sauver la fonction urinaire au prix de multiples interventions très perturbantes pour l'enfant. Cet enfant, en grandissant, sera lourdement handicapé sur le plan urinaire, sexuel, mais aussi psychologique. Pour tenter de lui faire accepter son sort, on lui dit que c'est la volonté de Dieu, le pauvre Dieu à qui on attribue tout et n'importe quoi. En 2010, les Tunisiens ont rapporté 7 cas d'amputation du gland dans leur série. La réimplantation avec succès n'a été réalisée que chez 2 enfants. Comment survient la section du gland, voire d'une bonne partie du pénis? C'est l'absence d'anesthésie.
L'enfant, bien qu'immobilisé par des gaillards, continue de se débattre parce que la section du prépuce est extrêmement douloureuse. Le prépuce, c'est un morceau de peau, donc très sensible, car contenant de nombreuses terminaisons nerveuses. L'enfant se débat, l'opérateur veut aller vite, il saisit le prépuce avec le gland en dessous, il coupe les deux, il se retrouve avec le prépuce et le gland dans les mains et l'enfant est évacué en catastrophe à l'hôpital, ou pas d'ailleurs. On a vu les cas des enfants qu'on a amenés à l'hôpital 2 ou 3 ans après l'accident de la circoncision avec section du gland ou amputation du pénis. Sans gland, l'enfant perd sa sexualité pour toujours. Et la fonction urinaire, on peut le répéter encore, est grandement perturbée. L'état psychologique de l'enfant est également très perturbé. Et cette complication ne se voit jamais lorsque la circoncision est pratiquée au bloc opératoire sous anesthésie. L'hémorragie, en général sans gravité, mais peut être mortelle chez un enfant hémophile. Il faut savoir que l'hémophilie est une maladie qui affecte pratiquement les garçons. C'est presque uniquement les garçons qui sont touchés par cette maladie. D'où la nécessité de rechercher systématiquement cette notion avant de procéder à la circoncision. Et la circoncision doit être considérée comme tout autre geste chirurgical nécessitant une enquête minutieuse dans les antécédents avant de programmer l'acte. Si on tombe sur un enfant hémophile, la mort est assurée. Il y a d'autres complications comme la fistule urétrocutanée, c'est-à-dire il y a un petit trou en dessous du pénis. Donc quand l'enfant pisse, les urines sortent à la fois par le méa naturel et par le petit trou sous le pénis. Cette complication peut même se voir après une circoncision pratiquée au bloc opératoire. La dénudation de la verge. Là, la résection du prépuce est trop étendue, ce qui peut aboutir à un raccourcissement de la verge après cicatrisation. Cette complication survient lorsque la circoncision est pratiquée sans anesthésie, encore une fois. L'enfant se débat et l'opérateur coupe la peau du pénis plus qu'il en faut. Et à la cicatrisation, l'enfant se retrouve avec un pénis raccourci. Des cas de tétanos ou de septicémie post-circoncision ont été rapportés avec décès. N'oublions pas ceux qui considèrent la circoncision comme une mutilation génitale ou sexuelle. Ça aussi, c'est un débat. Le gland d'un pénis circoncis serait un tout petit peu moins sensible que celui d'un pénis intact. Ceci est dû à son exposition au frottement avec les tissus et à l'air. Donc, selon certains, les non-circoncis seraient ainsi plus épanouis, sexuellement parlant, que les circoncis. Mais en fait, de nombreuses études ont été menées. Par exemple, une grande revue d'études mondiales publiée dans le Sexual Medicine a conclu que la circoncision ne réduit pas le plaisir sexuel ou la sensibilité de manière significative. Donc, on ne peut pas dire que la circoncision est une mutilation génitale ou sexuelle au même titre que l'ablation du clitoris, c'est-à-dire l'excision chez la femme. Voilà quelques exemples de complications de la circoncision qui concernent plusieurs dizaines d'enfants en Afrique chaque année. Les auteurs des différentes publications en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée ou en Côte d'Ivoire, par exemple, plaident tous pour que la circoncision soit pratiquée à l'hôpital. Mais personne ne les écoute. C'est cruel de pratiquer la circoncision sans anesthésie chez un enfant.
Il faut noter que ces complications qu'on amène à l'hôpital sont la partie visible de l'iceberg. Il y a des enfants qu'on n'a pas amenés à l'hôpital. C'est le cas de l'enfant qu'on avait, par exemple, 3 ans après amputation du pénis. Après, on dit que c'est la volonté de Dieu. Ce que je peux dire pour finir comme remarque, l'intérêt de la circoncision reste discuté. En Afrique, on l'a fait par mimétisme, souvent n'importe comment, par tradition. J'ai été circoncis, donc je dois faire circoncire mon enfant. Et quand on épouse une personne de culture différente, comme on a vu, eh bien, c'est source de tension dans le couple. Il faut rappeler que 70% des hommes qui habitent la planète ne sont pas circoncis. Ils se portent très bien, ils n'ont pas de soucis de santé. La circoncision pour raison religieuse est une totale absurdité. L'enfant devenu adulte peut abandonner la religion de ses parents. Alors, pourquoi lui imposer une cicatrice religieuse indélébile? La circoncision pose également un problème éthique. L'enfant n'a rien demandé, mais on lui impose un acte qui peut perturber parfois toute sa vie. Il se pose un problème de consentement. En toute logique, la circoncision ne devrait être pratiquée que sur des adultes consentants. C'est le cas de l'Afrique dans le passé. C'est seulement de nos jours, de plus en plus, d'année en année, que la circoncision a été aujourd'hui imposée majoritairement aux enfants. Une autre remarque, au vu des complications parfois graves, les autorités devraient interdire la circoncision sauvage sans anesthésie pratiquée sur des enfants, car c'est traumatisant. On peut programmer la circoncision sur 3, 4, voire 10 ans pour la faire pratiquer dans un hôpital proprement. Pourquoi se précipiter? Autre remarque, en guise de proposition, en cas de complications graves, telles que l'amputation du gland, l'opérateur doit être sévèrement condamné, plutôt que de le laisser en toute liberté et de dire que c'est la volonté de Dieu, ou c'est son destin. Vous savez, en Europe, c'est ce qui a fait diminuer le nombre de complications graves, c'est la vigilance des autorités. Mais en Afrique, on ne fait rien. Les autorités sont indifférentes par rapport à ces complications et on en parle uniquement dans les universités pour avoir son diplôme de docteur en médecine ou pour avancer dans le grade universitaire. Et en dehors des universités et des hôpitaux, c'est le silence total. On fait comme si rien ne se passe et les populations restent sous-informées quant à la réalité de ces complications. Et quand on en parle, on dit que nous parlons sous le coup de l'émotion. La circoncision a donc fait beaucoup de dégâts en Afrique. Elle continue à en faire, surtout chez les enfants issus des familles pauvres. Il est temps que le débat s'invite au gouvernement dans les différentes assemblées nationales pour mettre fin au désordre. Il faut réglementer cette pratique qui met en danger la vie des enfants. Il faut dire halte à la circoncision anarchique pratiquée dans des maisons par des infirmiers ou parfois, souvent d'ailleurs, par des non-professionnels de santé dans des conditions non conformes, moyennant une modique somme d'argent et mettant en danger la santé des enfants. Et surtout, il faut encore insister dessus, il faut insister et encore insister, sauf indication médicale, il n'y a pas d'urgence à pratiquer la circoncision. On peut prendre son temps et programmer sur plusieurs années et trouver un médecin, une personne qui
maîtrisent la technique pour pratiquer la circoncision dans des conditions sécuritaires optimales. Sans pénis, il n'y a plus de vie. J'espère avoir été compris. Je dis au revoir et à bientôt.